Bonsoir, jusqu'ici, vous avez vu, la campagne a plutôt fait la part belle à l'économie, à la TVA sociale, à la lutte contre le chômage, à la suppression de la prime pour l'emploi, à la réduction de la dette. Et pourtant, pourtant, la culture devrait avoir toute sa place dans ce débat. D'abord parce qu'elle est en soi, finalement, après tout aussi, un levier économique. Ensuite, parce qu'elle est le reflet du dynamisme, de la santé intellectuelle d'un pays, de sa capacité à penser le monde. Bref, elle est consubstantielle de sa richesse. Enfin, parce que l'actualité pose aussi un certain nombre de questions en ce moment. La hausse de la TVA, par exemple, affectera-t-elle les ventes de livres? Est-ce que le régime des intermittents du spectacle est viable? Est-ce qu'Adopi, on l'a entendu dans le générique, est une réponse satisfaisante au téléchargement illégal? Est-ce que la bonne santé du cinéma français est un accident de parcours ou le signe d'un renouveau durable? Nous allons donc parler de tout ça avec deux invités ce soir. Premier invité, c'est Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous serez donc face ce soir à Patrick Bloch, qui est chargé au Parti socialiste des questions de culture et de médias. Merci Patrick Bloch. Et je précise que vous avez accepté de remplacer au pied levé Aurélie Filippetti, qui a dû accompagner François Hollande pour un déplacement un peu improvisé à Florange. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans une deuxième partie. Et puis pour vous interroger ce soir, il y aura à mes côtés, comme d'habitude, Luc Brunner. Bonsoir Luc. Bonsoir. Pour le journal Le Monde. Et pour Public Sénat, Gilles Leclerc. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors Frédéric Mitterrand, j'évoquais il y a un instant la question effectivement de l'intermittence parce que un récent rapport de la Cour des comptes montre que malgré la réforme de 2002, on a quand même un déficit de l'ordre de 1 milliard d'euros. C'est énorme, c'est absolument énorme, c'est abyssal. Ça veut dire qu'on a potentiellement une bombe à retardement entre les mains, bombe dont personne ne parle aujourd'hui. Pourquoi ? Personne n'en parle pour une raison assez simple. D'abord, on en parle beaucoup au ministère de la Culture et nous en parlons beaucoup avec les intermittents et avec toutes les associations syndicales des comédiens, mais on n'en parle pas pour l'instant parce que nous avons réussi à retarder les échéances jusqu'à la fin 2013. Ce qui est quand même important, ce qui permet d'avoir un délai qui permettra précisément d'entendre ceux qui viennent de parler et puis d'entendre tous les autres participants à cette question. Et je pense que sur le problème de l'intermittence, il faut vraiment raison garder, c'est-à-dire il faut vraiment prendre le temps de parler aux uns et aux autres organisations syndicales qui ne sont pas forcément sur le même pied que les organisations syndicales des comédiens. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra peut-être reconstruire le système d'une manière satisfaisante. Alors j'entends ça, on pourrait aussi comprendre là-dedans, quand on a une bombe à retardement et des élections qui approchent, on n'a pas tellement envie de se coltiner au problème, il vaut mieux le repousser à plus tard. Oui, on peut entendre ça, effectivement, mais de toute façon, ça fait assez longtemps qu'on a décidé la date de 2013. Moi, j'en ai parlé avec Madame Parisot il y a exactement 9 mois, et nous étions déjà tombés d'accord sur ce principe de 2013. Donc, à ce moment-là, le suspense, en quelque sorte, des élections n'était pas encore aussi prégnant qu'il l'est maintenant. Donc, en vérité, ça fait longtemps qu'on a décidé que ce serait jusqu'en 2013. Et quelles seraient les pistes de règlement? Parce que quand on a un trou pareil, ça veut dire en clair qu'il faut soit durcir le statut, soit trouver de l'argent ailleurs. Non, les pistes de règlement, je ne vous les dévoilerai pas pour la bonne raison qu'elles vont naître précisément du consensus que l'on va essayer d'obtenir avec les uns et les autres. Donc je peux pas leur dire avant ce que j'attends d'eux. Ce que j'attends d'eux, d'abord, c'est pour l'instant qu'ils me parlent comme ils viennent de le faire, que d'autres me parlent et ensuite on verra. Consensus, quand on se souvient 2002, on se souvient que c'était extrêmement difficile. Enfin, c'était pas un consensus. Moi, je suis un adepte du consensus. Dans beaucoup d'autres domaines, j'ai réussi à l'obtenir. J'espère bien que j'y arriverai aussi. Gilles Leclerc. Patrick Bloch, François Hollande dit dans sa campagne qu'il tient un discours de vérité. Est-ce que en temps de crise, compte tenu des déficits que l'on connaît, ce déficit-là notamment pour les intermittents, est-ce que le statut même, je vous provoque un peu, d'intermittent doit être entièrement revu, ou est-ce qu'on peut corriger, comme semble le dire Frédéric Mitterrand, il faut continuer à protéger tous ceux qui créent comme avant, comme si il n'y avait pas le contexte économique que l'on connaît? Alors, l'intermittence n'est pas un statut, car qui dit statut dit protection. C'est un régime spécifique d'assurance chômage qui est adapté à ce qu'est la réalité ça tient encore la route du travail culturel. Mais il faut que ça tienne la route. Bien sûr, il faut préserver les annexes 8 et 10, c'est absolument indispensable. Et effectivement, il y aura un grand rendez-vous à la fin 2013. Les annexes 8 et 10, eh bien, c'est ce régime spécifique d'assurance chômage pour les artistes et techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Mais comment on préserve un régime qui accuse un trou d'1 milliard d'euros? Il faut bien trouver de l'argent à un moment. Il est évident que, si vous voulez, l'insatisfaction est des deux côtés. D'abord parce qu'effectivement, il y a un déficit
déficit de 900 millions à 1 milliard d'euros d'un côté, et les partenaires sociaux interpellent régulièrement le gouvernement sur ce déficit. Et puis d'un autre côté, vous l'avez vu à travers les témoignages, il y a une insatisfaction, notamment dans le domaine du spectacle vivant, parce que effectivement, pour pouvoir avoir accès à ce régime spécifique, avoir ses cachets, ses heures, c'est souvent une extraordinaire galère, parce que l'emploi culturel n'a jamais été autant précarisé qu'aujourd'hui, parce que les lieux, les compagnies sont fragilisées, notamment par le gel actuel des crédits du ministère de la Culture, 47 millions d'euros gelés pour 2012. Donc de ce fait, il faut incontestablement profiter du grand rendez-vous de 2013 pour tout mettre à plat, parce que pour avoir fait partie du comité de suivi avec Étienne Pinte, Noël Mamère, Jacques Ralit, qui ont accompagné les intermittents du spectacle en 2003-2004, nous n'avons finalement que retardé les échéances ces 10 dernières années. Ça ne nous dit pas quelle serait la solution, mais Frédéric Mitterrand veut vous répondre. Non, mais il n'y a pas de précarisation accélérée ou accentuée. Nous sommes actuellement donc dans une période électorale, ça n'a échappé à personne. Donc il y a une tentative générale pour faire monter un certain nombre de revendications. Je pense que c'est une manière de prendre rendez-vous avec le gouvernement actuel au cas où il serait toujours là. Et c'est une manière aussi d'arracher des promesses aux candidats socialistes qui n'en ont pas fait, de manière à prendre rendez-vous aussi. Donc d'où précarisation, d'où le dégel n'a pas été fait, etc. Comme si le fait que le dégel, c'est pas l'annulation. On attend pour l'instant de faire passer la loi rectificative de finances et puis après on verra. On a pour l'instant toujours dégelé, on verra. Mais on n'a pas annulé quoi que ce soit et on n'a pas précarisé en plus quoi que ce soit. Donc on comprend bien que pour l'instant, personne n'a vraiment envie de se mouiller sur un dossier explosif. En l'occurrence, François Hollande se mouille sur ce dossier à partir du moment où il prend l'engagement de préserver les annexes 8 et 10. La discussion doit être ouverte avec les partenaires sociaux, puisque nous sommes dans le cadre de la négociation collective, avec des engagements clairs de l'État. Il faut à tout prix, notamment dans le domaine du spectacle vivant, sortir de cette précarisation. Il n'y a pas de précarisation. Mais si, il y a une précarisation. Je suis en désaccord avec le ministre, mais il ne sera pas étonné. L'emploi culturel n'a jamais été autant précarisé qu'aujourd'hui. 1000 emplois sont aujourd'hui menacés par les gels que je viens de rappeler. Alors le ministre a beau dire on va dégeler, peut-être, mais en l'occurrence, devant les DRAC ce matin, il y avait devant chaque DRAC, dans chaque région de France, il y avait des acteurs culturels qui se mobilisaient parce qu'ils sont inquiets de leur devenir. Donc en l'occurrence, il reviendra, et j'en termine, à l'État de prendre des engagements financiers à l'égard des partenaires sociaux par rapport à ce déficit qu'a pointé récemment la Cour des comptes. Et en l'occurrence, une réforme en profondeur s'impose pour que les plus fragilisés puissent toujours bénéficier de ce régime spécifique d'assurance chômage. Frédéric Mitterrand, puis on changera de sujet. Mais je précise que je ne dis pas le contraire. Je dis que précisément, on va prendre le temps de réfléchir et de travailler de manière à ce que l'intermittence soit sécurisée. Il faut rappeler. Non, mais je veux dire, ça mange pas de pain, mais je veux dire ce que dit. Parce que ce qu'attendent les intermittents aujourd'hui, c'est de savoir à quelle sauce ils sont mangés. Alors certes, négociation syndicale, dit-on, Parti socialiste, on prendra le temps. On dit la même chose. On attend les élections. On dit la même chose. Non, c'est pas qu'on attend les élections. On dit que c'est un problème qui est vraiment très très important, qui touche au cœur de beaucoup de choses qui concernent notre société. 1 milliard de déficit, comme vous l'avez dit, c'est quand même un truc qui est très très lourd. Il y a eu des problèmes d'abus qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et même les socialistes disaient eux-mêmes en leur temps qu'il y avait des abus et que c'était important. Et puis en même temps, il faut préserver effectivement le système de l'intermittence. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Ce que dit Patrick Bloch et ce que je dis moi, c'est la même chose au fond. On va prendre le temps de parler aux uns et aux autres pour voir comment le faire. C'est pas tout à fait la même chose. Sauf que moi je dis qu'il n'y a pas de précarisation. Les socialistes sont dans l'opposition depuis 10 ans et je pense qu'il lui fallu une volonté politique clairement exprimée, donner des garanties aux partenaires sociaux et surtout réformer les annexes 8 et 10. Si abus il y a, eh bien il faut les sanctionner. Si effectivement des sociétés, notamment liées au cinéma, à l'audiovisuel, aux industries culturelles, abusent de ce régime spécifique d'assurance chômage, eh bien disons-le, mettons ça sur la table. Vous constaterez que c'est grâce à moi que Patrick Bloch aborde la question des abus qu'il n'avait pas abordé avant parce que ça le gêne. Bien. Ça ne me gêne absolument pas d'aborder les abus et notamment dans le comité de suivi, nous avions fait des réformes très concrètes qui prenaient en compte ces abus dont profitent moins les acteurs culturels
d'accord. On a compris. Qui profite des abus, monsieur le ministre? Ce ne sont pas les salariés, ce sont les employeurs. Ce sont les employeurs. Était d'un bon niveau. Maintenons le niveau, si vous voulez bien. Avec une autre question qui est aussi d'importance et qui vous concerne aussi, Frédéric Mitterrand, c'est la hausse de la TVA sur le livre, notamment, qui va passer de 5,5 à 7%. Alors qu'on sait que le chiffre d'affaires vaudra... Oui, livre de poche. 12 euros de plus, et le livre à 21 euros vaudra 30 euros de plus. Pour vous, c'est pas un souci. C'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu. Frédéric Mitterrand, d'abord, et ensuite Patrick Bloch. Le problème du passage de 5,5 à 7, il est vraiment marginal sur le prix de vente du livre. Hein. Je pense que 30 centimes de plus, c'est pas ça qui vous empêchera d'acheter un livre, ni à des gens qui en achètent peu de continuer à ne pas en acheter. Ou voilà. Non, je pense pas que ce sera très important. En revanche, ce qui est très important, c'est tous les autres problèmes concernant les librairies, qui sont quand même essentiels. C'est le renchérissement de leur loyer, c'est la formation et le salariat de leurs employés, ce sont les marges avec les éditeurs, et puis c'est l'arrivée d'Amazon et des ventes en ligne. Ça, ce sont les vrais problèmes de la librairie, pour lesquels j'ai d'ailleurs commandé une mission qui va rendre ses conclusions justement, dans les tout prochains jours. La librairie étant en difficulté, pour les raisons que vous évoquez, est-ce qu'il faut en plus rajouter la TVA? Écoutez, tout l'État, toute la France fait un effort dans la situation économique qui est la nôtre. L'effort qui est demandé, en l'occurrence, est tout à fait marginal, et de toute façon, il est accompagné. Nous avons mis en place un système qui permettra aux librairies d'avoir 3 mois jusqu'au 1er avril. Bon, on est à 1 mois et demi, jusqu'au 1er avril pour organiser leur système de vente. Je ne pense pas que ce soit ça le vrai problème de la librairie. Le vrai problème de la librairie, c'est l'arrivée du livre numérique, ce sont les loyers, c'est le renchérissement des coûts et c'est les négociations avec les éditeurs. Patrick Bloch, si vous arrivez au pouvoir, vous remettez une TVA à 5,5 ? Oui, absolument. C'est un engagement très clair de François Hollande qu'il a pris lors de son intervention au BIS de Nantes au mois de janvier. Nous reviendrons à 5,5, aussi bien sur le livre que sur la billetterie, notamment du spectacle vivant et du cinéma. En ce qui concerne le livre, plus précisément, puisque le débat s'est focalisé sur ce passage de 5,5 à 7, j'écoute le ministre et il dresse lui-même le constat d'un secteur fragile, celui des librairies indépendantes. Et en l'occurrence, ce passage incompréhensible, pourquoi 40, 50, 60 millions d'euros tout au plus, de 5,5 à 7, fragilise un secteur déjà fragile. Tenez-vous bien, la marge bénéficiaire des librairies indépendantes aujourd'hui, c'est plus 0,3%. Avec cette hausse de TVA, elle va devenir négative. Et surtout, c'est anti-économique, parce qu'une hausse de TVA dans un secteur où le prix du livre n'est pas fixé par le libraire, mais par l'éditeur, c'est le principe même du prix du livre, est absolument anti-économique, et on en verra malheureusement les conséquences. Cet aspect que Patrick Bloch pointe à juste titre fait partie des pistes de réflexion de la mission librairie que j'ai demandé. Mais non, il ne sera pas trop tard. Messieurs, autre chapitre, je vous propose maintenant de parler d'Adopi. Adopi, bon, pour faire simple, tout le monde le sait maintenant, c'est une loi contre le téléchargement illégal. Alors ça commence par un avertissement aux internautes, ça peut se terminer maintenant au tribunal, on est passé dans une nouvelle phase, mais Adopi trouve les politiques comme les artistes d'ailleurs. Écoutez à ce sujet, vous allez voir. Écoutez à ce sujet Isabelle Pasquier du service culturel de France Inter. Elle explique que les artistes sont plutôt pour Adopi, mais c'est très compliqué pour eux de le dire. Ils ne réagissent pas collectivement, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas de mouvement collectif, mais c'est vrai que pour chacun, il y a un vrai malaise par rapport à cette loi Adopi. Vous imaginez bien que la plupart d'entre eux ont le cœur, les idées qui balancent fortement à gauche. D'un autre côté, au-delà de leurs idées, ils voient bien depuis 10 ans leur vente d'albums s'effondrer. Certains, vous le savez, ont eu des contrats qui ont été rendus par les maisons de disques, et puis il y a beaucoup de jeunes talents qui ne seront pas signés par les maisons de disques, faute de ventes suffisantes, donc directement liés, comme ces mauvais résultats, à des échanges peer-to-peer, donc de piratage. Donc c'est très inconfortable pour eux parce qu'ils n'ont pas envie d'un côté d'être taxés de défenseurs d'une loi qu'ils estiment sarkozyste, liberticide, vraiment qui est une ingérence pour eux dans la vie privée de leurs fans, et c'est une très mauvaise image pour eux. Imaginez comment ils peuvent défendre devant un public qui est aussi très à gauche, très jeune, qui est tout le temps sur Internet, qui revendique une liberté et une gratuité de la culture, de défendre une loi sarkozyste comme l'Adopi. Donc c'est inconfortable parce qu'il y a
quand même aussi un principe de réalité. Et demain, c'est beaucoup d'artistes qui peuvent disparaître ou qui sont en ce moment dans des situations très inconfortables. Alors Patrick Bloch, on a l'impression que le Parti socialiste est un petit peu embarrassé avec Hadopi. Certes, on va la supprimer, c'est une loi sarkozyste, on peut le comprendre. Mais en même temps, vous avez du mal à rédiger le programme de François Hollande. On voyait d'abord que dans votre future loi programme, on parlait de faire payer et les usagers et les acteurs commerciaux. On a enlevé les usagers comme si on voulait ménager à la fois la chèvre et le chou, c'est-à-dire à la fois ne pas fâcher les jeunes et les internautes qui téléchargent illégalement, mais ne pas fâcher les artistes non plus qui ont besoin de vivre tout simplement de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils créent. Franchement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer Hadopi et après? On va effectivement remplacer Hadopi, comme François Hollande l'a déclaré, et comme la proposition 45 de son programme le rappelle avec juste raison. Et si on remplace Hadopi, c'est pas parce qu'on était dans l'opposition et qu'on sera demain, comme nous l'espérons, majoritaire et qu'il s'agit de supprimer une loi parce que c'est une loi sarkozyste. C'est tout simplement parce que ça ne marche pas. Et que ça fait preuve de son inefficacité. Ouais. Car en l'occurrence, ces statistiques qui ont été livrées par la Hadopi elle-même, sur le fait que les échanges peer-to-peer auraient baissé fortement ces derniers temps depuis qu'Hadopi s'est mis en œuvre, si j'ose dire, nous a révélé qu'en fin de compte, les internautes sont un peuple migrateur qui, dans leurs échanges en ligne, ont effectivement abandonné l'échange peer-to-peer pour le streaming ou le téléchargement direct. Qui va payer pour Donc, en l'occurrence, nous voulons effectivement remplacer Hadopi parce qu'elle pénalise injustement l'internaute dans son accès à la culture et au savoir. Mais si l'internaute peut pirater, qui va payer ? En l'occurrence, tout en luttant fortement contre la contrefaçon commerciale, tout en boostant. Mais il existe des dispositions pénales qu'il suffit d'appliquer. 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Nous ne les supprimons pas et nous n'avons jamais dit que nous les supprimerions. Et donc, en l'occurrence, il s'agit effectivement de répondre à la vraie question à laquelle la loi Hadopi n'a pas répondu. Comment on adapte le droit d'auteur à la révolution numérique? Comment on trouve de nouveaux modes de financement de la création? Réponse de Frédéric Constaterai que Patrick Bloch a l'air d'avoir une nostalgie à l'égard de la loi sur les contrefaçons qui punit de 3 ans de prison les contrefaçons, alors que Hadopi offre une pédagogie beaucoup plus douce. Hadopi offre une pédagogie beaucoup plus douce. Hadopi a fait comprendre déjà, premier point, c'est un point sur lequel on ne reviendra pas, a fait comprendre à la majorité de l'opinion publique que le piratage c'était du vol. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on disait que le piratage c'était la liberté. Mais maintenant on a compris que le piratage c'est du vol. Alors, question je peux finir. Il s'est déplacé sur des sites de streaming par exemple. Mais pour porter une objection à votre bilan un peu flatteur de la loi Hadopi. Je défends la loi forcément. On voit que la loi Hadopi n'a pas eu de réel impact sur le comportement des usagers. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous êtes comme Patrick Bloch, vous dites que les statistiques présentées par Hadopi sont sujettes à caution. Au fond, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'en savez rien. Hadopi est sur le chantier toute la journée. On peut penser que leurs statistiques méritent en tout cas un examen attentif. Et je crains malheureusement que votre examen soit un peu rapide. Moi, ce que je veux dire, ce qui me frappe, c'est que quand il y a des comportements délictueux, pas exactement dans le même domaine, mais dans un domaine extrêmement solide, extrêmement proche, aux États-Unis. On va chercher les gens en Nouvelle-Zélande, on les met en prison, on fait la main basse sur les 80 millions de dollars. Je vous dis que oui, Mega Upload. Sur les 80 millions de dollars qu'ils ont volés et qu'ils ont planqués dans une banque à Hong Kong. Et en France, on envoie des mails, 700 000, on en envoie une deuxième série de mails, 800 000, bon, pas d'accord, 800 000. Ensuite, on envoie une deuxième série dans un nombre beaucoup moins important. Et finalement, il y a 20 personnes actuellement, semble-t-il, 20 ou 30, qui sont devant les tribunaux. Et qu'est-ce qu'ils risquent? 1500. Attendez, je ne peux pas terminer. 1500 euros d'amende et 1 mois de suppression d'Internet. Alors, on dit qu'on est attentatoire aux libertés. Mais ce sont des pleurnicheries à côté de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passera ailleurs. Savez-vous que l'Espagne, savez-vous que le Royaume-Uni, savez-vous que la guilde des metteurs en scène à Hollywood, que je suis allé voir pour ce sujet, ont signé des accords de manière précisément à calquer leur législation sur celle d'Hadopi. Comment peut-on nier qu'il y aura pour le système d'Internet une autorité de régulation? Alors, les socialistes veulent supprimer
réprimer Adopi, ils vont faire la même chose, ça aura un autre nom. On ne peut pas sortir de ça. Il faut une régulation comme il y en a pour l'audiovisuel. Justement, on aimerait comprendre, vous parliez tout à l'heure d'une répression qui pourrait être encore plus sévère, effectivement, que celle d'Adopi sur les internautes. On a bien compris ou pas? Mais non, absolument pas. Justement, ce que Adopi a tout faux, parce qu'Adopi s'attaque aux internautes en poursuivant ce pari fou de modifier les usages et les comportements dans leur accès à la culture de millions de nos concitoyens, et pas seulement les jeunes. Donc soyons pas dans un jeunisme attardé. Donc en l'occurrence, les internautes, s'ils ont changé effectivement dans leur mode d'accès, et d'ailleurs au moment où on discutait d'Adopi, ils avaient déjà migré des échanges peer-to-peer vers le streaming ou vers le téléchargement direct. Or, l'affaire Méga Upload a montré que quand on veut être efficace, on ne s'en prend pas aux internautes, comme le fait la loi Adopi, loi d'intimidation, loi dont le pari est perdu d'avance, mais en s'attaquant effectivement à des sites. Ça veut dire que ce sont les fournisseurs d'accès que vous pourriez réprimer. Mais des sites de téléchargement direct qui effectivement font des bénéfices commerciaux sans rémunérer le droit d'auteur en tant que tel. Est-ce que vous êtes prêt à taxer les fournisseurs d'accès, par exemple? Est-ce que ça peut faire fournisseurs d'accès contribuent déjà au financement de la création. Je crois qu'ils payent 16 taxes. S'il faut les mettre à nouveau et encore à contribution, bien entendu. Et en l'occurrence, c'est ce qu'a dit et ce qu'a proposé François Hollande. Et effectivement, il n'a pas voulu préempter un choix en mettant à contribution les usagers, parce qu'on aurait dit licence globale, contribution créative, qui sont déjà des débats d'un autre temps. La licence globale, on l'avait proposée en 2005 au moment de Davzi. On n'en a pas reparlé depuis. Donc, soyons pas dans l'idée Adopi contre licence globale. Et ce sera peut-être une contribution des usagers à l'arrivée. On verra. Tout d'abord, apaiser, réconcilier les internautes et les artistes et mettre tout le monde autour de la table pour trouver les vraies solutions, comme on l'avait fait en 1985, où à l'unanimité avait été votée une loi, la loi Lang sur la rémunération de la copie privée, qui avait l'intelligence à l'époque de créer une exception de droit d'auteur et une rémunération en contrepartie, parce que l'on avait pris à cette époque en compte les usages et les comportements des internautes. De Frédéric Mitterrand. Alors en somme, on casse Adopi et puis on va voir. En somme, on casse Adopi, on va voir, puis on va parler avec les uns et les autres. Et puis à l'arrivée, vous aurez la même chose. Vous aurez la même chose parce que vous ne pouvez pas échapper à un certain nombre de réalités. En revanche, ce sur quoi je ne suis absolument pas d'accord aussi avec Patrick Bloch, c'est que le piratage a énormément évolué. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cessé de pirater. Alors on en revient aux statistiques que vous contestez. On en revient aux statistiques. À cause de la répression ou à cause de la montée de l'offre légale? Mais précisément, je le vois avec la montée de l'offre légale. On est timide de l'offre légale. Mais non, elle n'est pas timide. Vous avez 2 millions. Booster. Vous avez demandé aux gens. En simplifiant la gestion des droits, par exemple. Demandez aux gens qui sont abonnés à Deezer, etc., s'ils considèrent que leur demande est timide. Elle n'est absolument pas timide. L'offre légale augmente dans des proportions très, très importantes. Il se passe avec ces problèmes la même chose que ce qui s'est passé avec l'écologie il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on disait ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent mettre du photovoltaïque, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous parlent d'énergie, etc., renouvelable, tout ça, ça n'a pas d'importance. 30 ans plus tard, tout le monde a pris conscience du problème, on défend l'écologie et l'environnement dans tous les pays du monde avec des ministères, des lois, etc. Il y a la même chose avec Internet. Il faut défendre les droits des créateurs. On a trouvé cette solution qui a été combattue très très fortement par le Parti socialiste. Absolument. Malheureusement, la solution que propose le Parti socialiste aujourd'hui, c'est on va se remettre autour d'une table et puis on va en parler. Il se trouve que les artistes n'ont pas du tout envie d'aller dans cette direction. Les solutions de financement et les nouveaux financements sont différents. Mais non. Le livre, le cinéma, la musique ne se financent pas pareillement. Le cinéma, c'est la chronologie des médias qu'il faut évidemment préserver plus que jamais. On a compris que vous n'étiez pas d'accord, même si on ne sait pas exactement ce qui se passera après. Mais je vous propose maintenant de passer à la troisième. Après, c'est qu'on va continuer à Adopi. Ça, on verra. On va toujours là. D'accord. Allez, je vous propose, messieurs, de passer à la troisième et à la dernière partie de cette émission. Alors, c'est l'heure des questions d'actualité. Je vous en rappelle le principe. Questions courtes, réponses courtes, si vous voulez bien, messieurs, pour la fin de cette émission. Première question. Vous allez voir, mais c'est pas du bachotage, il n'y a pas de souci. Première question de Luc Bronner. Patrick Bloch, le Parti socialiste a été très critique sur les politiques de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public.
quelle garantie peut apporter François Hollande pour ne pas refaire la même chose lorsqu'il sera, si jamais il doit l'être, élu président de la République? La garantie, c'est de revenir sur ce mode de désignation qui fait que le chef de l'État s'est approprié la nomination des 3 présidents de l'audiovisuel public et confié effectivement à des instances indépendantes Quelle instance indépendante, le CSA? Écoutez, on est plutôt dans l'idée de ne pas revenir à la situation hantée qui a fait souvent l'objet de beaucoup de critiques, mais plutôt de trouver un modèle du style BBC, qui est un modèle qui nous plaît beaucoup, qui amènerait sans doute d'ailleurs à redonner un pouvoir et de la force à des conseils d'administration. 13 de 30 personnes, c'est un système assez compliqué et c'est lié, disons, à ce que sont les institutions britanniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le temps nous manque, vous avez dit des réponses rapides, mais en tout cas faire que ces conseils d'administration pour Radio France, pour Audiovisuel Extérieur de la France, pour France Télévisions, soient des conseils d'administration indépendants, stratèges, où l'État ne soit pas majoritaire et qui puissent lancer des appels à candidature pour que leur président soit désigné en toute indépendance à l'égard du pouvoir politique. Gilles Leclerc. Je voulais dire un mot sur ce sujet-là. Le système précédent était parfaitement hypocrite. Le système actuel est validé par le Parlement. Le président du service public est passé devant des commissions qui n'étaient pas spécialement tendres avec lui. Il l'a remporté haut la main. J'ai pas le sentiment que Rémi Fimelin soit un homme marqué politiquement d'une manière très très forte. Je pense que le système a très bien fonctionné. Pour les commissions parlementaires, je rappelle qu'il faut 3/5 des commissions parlementaires pour s'opposer à une nomination. C'est-à-dire que l'opposition n'a jamais, et pour cause 3/5. L'expérience me montre que quelquefois vous arrivez à être les 3/5. Gilles Leclerc, nouvelle question. À propos d'audiovisuel public, est-ce que vous avez regardé l'un et l'autre ce qui s'est passé hier soir sur le plateau de France 2, des paroles et des actes, la séquence du débat Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Oui, elle a lu le journal, j'ai vu. Oui. Et donc vous pensez que c'était un moment de télévision ça relève de la politique, spectacle à laquelle tant d'hommes politiques de droite comme de gauche se prêtent. Oui, voilà, bon, il n'y a rien à dire. Patrick Bloch? J'ai un regard plus sévère, c'est-à-dire que je pense que nous sommes face à une échéance majeure et qu'il faut que nos concitoyens soient éclairés par de vrais débats. Donc je n'aime pas ces débats créés artificiellement, où on recherche le spectacle, l'audience et qui n'apportent rien et qui donnent des images assez déplorables. C'est pas ce que nous faisons ici. Oui, vous pouvez le dire. Oui. Bon, nouvelle question de Luc Bronner. Frédéric Mitterrand, on ne vous a pas beaucoup entendu lorsqu'il y a eu des affaires autour des fadettes de journalistes mettant en cause la liberté de la presse. Oui, quelle est votre position sur le recours à des moyens juridiques parfois illégaux pour porter atteinte au secret des sources des journalistes? Mais je trouve ça très regrettable. Je n'ai pas du tout le sentiment que le gouvernement ait porté atteinte aux sources des journalistes. Bien au contraire, un certain nombre de textes législatifs ont été votés par le Parlement à ce sujet. Ça, c'était avant l'affaire des fadettes. Oui, mais d'accord. Donc, c'est une préoccupation. Le problème, c'est que l'histoire des fadettes s'est glissée dans une anfractuosité de la loi. C'est-à-dire que cet aspect-là n'avait pas été prévu par le législateur au moment où ça s'est passé. Vous avez oublié de mettre une infraction. Moi, j'étais pas là encore à l'époque. Je conteste totalement. J'ai participé au débat et en l'occurrence, on a voté effectivement une loi. Non, il n'y a pas de faille. Je veux dire par là, le fait d'examiner les fadettes d'un journaliste pour essayer de retrouver sa source, c'est une violation délibérée de la loi de 2010 qu'il faut d'ailleurs renforcer sur le modèle belge pour aller beaucoup plus loin que les dispositions législatives actuelles. Donc il y a une responsabilité majeure de l'exécutif en cette affaire. Non, il n'y a pas une responsabilité majeure de l'exécutif. Il n'y a pas un complot ourdi par l'exécutif à ce sujet. Il y a une procédure judiciaire qui amène à ce qu'il y ait un procureur, M. Courroy, qui est mis en examen. Bon, il y a eu un dérapage tout à fait contestable, tout à fait regrettable. Il y avait une anfractuosité dans la loi. On va arranger ça pour qu'il n'y en ait plus dans la loi et puis c'est tout. On ne va pas non plus en parler pendant des années alors qu'en vérité, ça a été un dérapage qu'on peut regretter absolument, qu'on condamne absolument. Dérapage regrettable, on a entendu vos mots. Un mot de théâtre, Monsieur le Ministre. La SACD s'oppose à la disparition même temporaire de la cérémonie des Molières et en appelle à votre médiation. Oui. Il y a 29 directeurs de théâtre privé qui ont Je reçois M. de Saint-Guilhem tout à l'heure qui sera médiateur dans cette affaire. Et donc vous souhaitez quoi? Je souhaite qu'il y ait un médiateur et que tout le monde se retrouve et que la grande famille du spectacle, dont on sait à quel point... Sur une chaîne du service public oui, comme c'était prévu au départ. Oui, comme c'était prévu au départ. Et donc vous serez, je dirais,
très précis sur cette question-là. Enfin, je ne vais pas intervenir parce que je n'ai pas non plus à décider pour les gens du théâtre. Hein. J'ai un trop grand respect de la liberté pour le faire. En revanche, je vais leur présenter un médiateur qui, je pense, a une grande légitimité, qui sera accepté par les uns et par les autres pour essayer de remettre tout le monde autour de la table et puis que la cérémonie des Césars se déroule, des Molières se déroule normalement. Non, les Césars, c'est ce soir. Les Césars, c'est ce soir. Et c'est à la télé. Patrick Bloch, je précisais oui, mais bon, ce soir, les Césars. Je précise en début d'émission que vous avez remplacé, je vous en remercie encore, Aurélie Filippetti au pied levé, mais ça dit quelque chose. Que François Hollande ait été obligé en urgence d'organiser un déplacement à Florange, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il sent que l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy le pousse à revoir sa stratégie et à imaginer ce qu'on peut appeler des coups, puisque la campagne fonctionne aussi comme ça, pour ne pas être trop sur la Défensive? Celui qui fait des coups, c'est Sarkozy. Et donc, en l'occurrence, je ne suis pas certain que le coup d'aujourd'hui sur Petroplus, en proposant une solution provisoire pour 6 mois, satisfera les salariés de Petroplus. Mais en l'occurrence, effectivement, face au coup de Sarkozy, François Hollande a souhaité dire ce matin, voilà, je vais à Florange, là où Nicolas Sarkozy avait promis de revenir, et là où, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Est-ce que c'est pas quelque part, pardonnez-moi, mais aussi se moquer des gens qui travaillent, que tout d'un coup de s'intéresser à leur sort, d'essayer de résoudre des situations qu'on était incapable de résoudre quand on n'était pas en campagne électorale? L'affaire Le Jabi, l'affaire Petroplus montre qu'effectivement Nicolas Sarkozy a mobilisé ses amis de la soirée du Fouquet's, puisque le problème c'est pas tellement qu'il regrette cette soirée, mais qu'il puisse regretter avec qui il a passé cette soirée. Et en l'occurrence, il les réquisitionne de manière opportuniste pour mettre des sparadraps et pour évidemment des objectifs purement électoralistes. Non, mais c'est une question sérieuse, Frédéric Mitterrand, pour ceux qui nous écoutent. Tant mieux pour les ouvrières de Le Jabi. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup un intérêt qu'on trouve dans des situations qu'on n'arrivait pas à résoudre avant? Il ne faut pas que vous me disiez je ne suis pas sérieux, je suis très sérieux. Ce n'est pas parce que j'essaye d'apporter au débat un peu d'urbanité que je ne suis pas sérieux. Je suis au contraire très sérieux. Et Patrick Bloch, qui ferraille avec moi courtoisement et d'une manière républicaine depuis 3 ans, le sait. Alors maintenant sur le fond, l'histoire Le Jabi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de 1968 de l'ouvrière qui ne voulait pas retourner à l'usine Vendère. C'est une image extraordinairement marquante et très frappante des fractures sociales qu'il y a dans notre pays. Nous avons eu sur Le Jabi des images semblables, avec des ouvrières au bout du désespoir. D'une certaine manière, nous avons la même chose dans d'autres usines en France. Je suis toujours très prudent dans la manière dont on va ensuite sur place pour voir les gens, pour les aider. Bon. Et je crois que quand on y va, il faut vraiment les aider. Bon. Il se trouve que ce qui s'est passé avec Le Jabi, j'ai le sentiment que les politiques qui y sont allés avaient vraiment le désir de leur venir en aide. Voilà. Et vous avez le sentiment qu'on aurait fait la même chose si on avait été dans un autre contexte ? J'ai le sentiment que quand il y a une fracture et une souffrance sociale qui est très très importante, le devoir des hommes politiques est d'essayer de les résoudre et qu'à partir du moment où ils ont des solutions à proposer, à ce moment-là, ils ont raison d'y aller pour les proposer. Bon, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy appelle ses amis. Bernard Arnault pour Le Jabi. En l'occurrence, il a fait... Il a raison. On appelle ses amis quand il y a un problème. Moi, j'appellerai toujours mes amis quand j'ai un problème pour qu'ils essaient de le résoudre. Pour colmater et surtout pour masquer l'absence d'une politique industrielle de sauvegarde de l'emploi au moment où le chômage explose. Donc, de manière opportune, effectivement, on fait appel à M. Bernard Arnault pour sauver Le Jabi. Pour Photowatt, on fait appel à M. Proglio d'EDF. Là, aujourd'hui, pour Petroplus, on fait appel à Shell. Donc, on mobilise ses amis, évidemment, tous ses amis du CAC 40 qui souhaite sa réélection et pour cause. Il vaut mieux le faire que de n'appeler personne, alors, ça je trouve. Dernière question, Luc Brunner. Patrick Bloch, le Parti socialiste est apparu assez divisé sur le mécanisme européen de solidarité avec des positions de stabilité, avec des positions assez diverses. Cohn-Bendit qui parle d'erreur historique pour le PS. Pourquoi une telle division ? Écoutez, le sujet européen est un sujet compliqué où nous avons pris très majoritairement nos responsabilités par un vote d'abstention qui peut être l'objet de critiques, je le comprends très bien. Ce qu'il faut voir dans tout cela, ce n'est pas le moment présent qui est un moment parlementaire, mais avant tout ce que nous ferons de ce traité européen et la volonté politique qui sera celle de François Hollande de le renégocier, notamment avec Angela Merkel. Et ce que nous avons surtout évidemment à l'esprit, c'est la situation
en Grèce, qui est pour nous une préoccupation forte et qui nous a amené d'ailleurs, lors de la dernière réunion du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à auditionner Costa Gavras et la directrice du centre. Cette attitude de l'abstention ne m'étonne pas de la part d'un parti qui a fait de monsieur le président Queuille l'un de ses héros. Vous savez que le président Queuille disait, sur les problèmes politiques, il y en a 90 qui se résolvent tout seuls et il y en a 10 qu'il faut oublier. Eh bien, c'est le système qui a été adopté vis-à-vis de l'Europe de la part du Parti socialiste, et le président, le candidat, le président de la candidature, François Hollande, a fait un vibrant éloge du président Queuille tout récemment. Eh bien, c'est la politique du président Queuille qui est appliquée. Qui connaît le président Queuille en 2012. Eh bien, justement. Vous êtes un nostalgique, justement. François Hollande le connaît bien. Frédéric Mitterrand, ce seront les mots de la fin. Merci à tous, on va terminer là-dessus. Le prochain débat de la présidentielle, ce sera tout naturellement la semaine prochaine, vendredi prochain, le 2 mars, avec le retour de Mathieu Aron.